Bonjour à tous, merci de nous rejoindre et d'être aussi nombreux pour ce nouveau webinaire de Centrale Supélec XZ sur le thème « Comment la révolution numérique bouleverse la contribution de l'acheteur à la performance de l'entreprise ». Donc, je suis accompagnée de nos deux experts dans le domaine des achats. Donc, je vous laisse vous présenter, messieurs. Donc, Tony, à toi l'honneur. Donc, avec Eric, donc, nous sommes les responsables pédagogiques du module achat en formation continue à l'école centrale. Pour ma part, je suis un consultant en achat, en organisation achat et de plus en plus dans les missions que je suis amené à mener. On parle du sujet d'aujourd'hui, hein, donc de l'impact des nouvelles technologies sur la fonction achat et sur l'entreprise au sens large. Je suis par ailleurs le président d'une association EOA France qui réunit des acteurs de toutes les fonctions, pas que des acheteurs, des DSI, des opérationnels, sur l'impact de ces nouvelles technologies sur la performance de l'entreprise au sens large. Mais vous, acheteurs, vous êtes bien évidemment bienvenus à rejoindre notre association, encore une fois, qui est multifonction. Ce n'est pas une association d'acheteurs ou d'informaticiens. Voilà, je passe la parole à Eric. Merci Tony. Oui, brièvement, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Eric David. J'ai, pendant ma carrière, été directeur achat, directeur industriel, directeur supply chain, donc des fonctions d'opération au sens large du terme, dans l'automobile chez Rhodia, dans l'électronique chez Thales et dans la chimie chez Rhodia, qui est devenu Solvay lors d'un rachat il y a 7 ans. Ça fait 12 ans que j'enseigne et à ce titre-là, j'ai créé, avec un certain nombre de collègues, des formations dont des formations de master ou des formations de formation continue en matière d'achat. Et donc, Laurie Delière, je suis votre conseillère formation pour toutes nos formations qui concernent le domaine des achats. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet, mais avant cela, vous voyez en fait sur votre écran, vous avez la possibilité de nous poser vos questions. Alors, ne vous inquiétez pas si nous n'y répondons pas dans l'immédiat, nous y reviendrons à la suite de notre présentation. Et vous avez également la possibilité de télécharger un certain nombre de documents, notamment le programme de notre formation achat et puis quelques vidéos de témoignages d'anciens participants de nos formations achat. Voilà. Alors, démarrons cette présentation. Aujourd'hui, comment intègre-t-on ces nouvelles technologies dans nos formations achats? Comment les acheteurs sont-ils prêts? Est-ce que les acheteurs sont-ils prêts pour cette révolution numérique? Alors, le premier point, c'est que nous achetons aujourd'hui, et ce n'est pas prêt de s'arrêter, des solutions nouvelles qui n'existaient pas il y a quelques années. Donc, cette révolution numérique, technologique, les rend possibles. Oui, ça concerne ceux que l'on achète, mais c'est important de regarder la manière dont on les achète. Et on se rend compte qu'on dispose de plus en plus d'outils, bien entendu des progiciels, mais derrière les progiciels, on cache souvent tout un tas de modules ou tout un tas de logiciels qui ne sont pas intégrés à des progiciels, qui, vous le savez, permettent de communiquer de plus en plus facilement avec d'autres entreprises, permettent de faire de la veille en capturant des informations sur le marché, par le big data, etc. Et tout ça va changer énormément la manière de travailler des acheteurs. Il y a une conséquence à en tirer qui est que la manière dont on va contractualiser avec des fournisseurs, la manière dont on va choisir ses fournisseurs, la manière parfois dont on va répartir les responsabilités avec eux et malheureusement dans certains cas avoir des litiges à traiter, tout ça va beaucoup évoluer parce que le droit suit les mœurs, comme dit le proverbe. Le droit est toujours un petit peu en retard par rapport aux pratiques réelles du vrai monde. Et tout ce qui est en train de changer très très vite à cause de la technologie va entraîner une grande période d'incertitude. Donc il vaut mieux que les acheteurs se préparent à ça. D'accord. Et donc notre propos, c'est que l'acheteur a un rôle très important dans la prise en compte de ces évolutions sur les marchés, ces évolutions technologiques. Et cela joue donc sur les compétences et les profils même des acheteurs. Donc c'est le dernier point de la planche que vous voyez là.
Donc nous allons développer ces 4 sujets-là dans les prochaines minutes avec un développement plus soutenu sur chacun de ces points. D'accord. Donc aujourd'hui, on parle de solutions nouvelles, mais qu'allons-nous réellement acheter demain? Alors, bien évidemment, ce qui vient à l'esprit, on est complètement dans les technologies de l'information. On peut parler de solutions cloud, ou cloud en français. Donc aujourd'hui, on n'achète plus vraiment, on ne devrait plus acheter de salles machines avec des serveurs, des ordinateurs. On va louer ces choses-là chez Amazon ou chez Microsoft ou dans d'autres sociétés qui offrent donc ces nouveaux services qui donc certainement n'existaient pas en 2010. De plus en plus, des thématiques comme de la maintenance où on a intérêt à surveiller, parce qu'on appelle le big data, donc les taux d'usure, des choses qui font qu'on peut avoir des prévisions de maintenance beaucoup plus précises, beaucoup plus fiables. Et bon, j'ai personnellement eu connaissance à la SNCF, où ils sont assez avancés en termes d'intégration d'objets connectés, donc Internet of Things en anglais, où ils ont des télésurveillances, ils ont des systèmes de détection de panne, de défaillances dans les infrastructures qui permettent donc à la SNCF d'être beaucoup plus fiable dans les trains. Alors j'espère que vous le ressentez, mais je vous assure que c'est vrai. Alors nous, maintenant, par rapport à ça, notre propos est double, c'est que l'acheteur doit savoir acheter ces choses-là. Donc, est-ce que vous êtes à l'aise à négocier avec Amazon pour louer un serveur dans le cloud? Je peux vous dire tout de suite, c'est pas facile parce qu'Amazon, ils sont gros et pas très flexibles, mais c'est comme ça. Donc, est-ce que vous savez acheter ces choses-là quand la demande arrive? Mais on va aller plus loin que cela parce que l'acheteur, nous pensons, il doit être acteur dans le sourcing, dans la recherche de ces solutions. C'est de plus en plus lui qui est aux avant-postes pour les détecter et les proposer aux utilisateurs en interne. Dans certaines fonctions, les responsables opérationnels font leur propre recherche, mais souvent, ils peuvent être des freins. Par exemple, pour le premier exemple, on met en cause l'existence même de salles machines. L'achat de serveurs, le mode d'achat passe d'investissement à la location. La DSI, lui, il n'est pas vraiment payé pour cela, et ce n'est pas forcément lui qui va être à l'origine de ces changements. Ensuite, on a beaucoup plus de conseils qui accompagnent les solutions par rapport à autrefois. On va passer à la planche suivante. Un phénomène qui a lieu malgré tout en France, c'est l'externalisation. Sarah, il faut que tu passes la planche suivante, s'il te plaît. Voilà. Voilà, donc cette petite mutation vers le cloud a eu lieu entre les années 1980 et aujourd'hui en 2015-2017. L'externalisation n'est pas simplement un mode de fonctionnement anglo-saxon. Elle a été rendue possible par la technologie et en particulier dans le domaine IT de connexion Internet haut débit. Le résultat est que, et c'est vrai en France, plus de 50% et souvent beaucoup plus des ressources IT sont à l'extérieur de l'entreprise et souvent aujourd'hui à l'étranger. Autant de prestations à acheter dans lesquelles l'acheteur doit être impliqué. Maintenant, ces nouvelles technologies se poursuivent aussi dans l'apparition de start-up qui vont accentuer le phénomène. L'innovation ne vient pas forcément de l'intérieur de l'entreprise, de la R&D. Elle vient de solutions qui vont apparaître, que là encore, l'acheteur doit être aux avant-postes pour les détecter. Donc, en fait, en gros, tu nous dis que cela va aussi modifier la façon dont les acheteurs travaillent. Oui, Tony a donné un exemple très illustré avec la SNCF, et on pourrait en parler dans beaucoup d'autres entreprises où l'on utilise des machines ou des réseaux, des infrastructures.
il a donné un exemple avec la maintenance. Le fait qu'on ait beaucoup de capteurs qui soient connectés, qui par du big data permet des analyses statistiques quasiment en continu ou quasiment en continu, ça change la maintenance. Alors, partons de cet exemple. Après, je traiterai le problème d'une manière un peu plus méthodique, mais partons d'un exemple. Jusqu'à maintenant, on achetait des machines, on les achetait ou on les prenait en leasing, on avait à s'occuper de la maintenance, on signait des contrats de maintenance avec une société tierce où on assurait soi-même avec son propre personnel sa propre maintenance. Bref, tout ça fonctionnait avec un certain nombre d'habitudes contractuelles, d'habitudes avec un certain nombre de prestataires. On savait qui était responsable de quoi et en cas de litige, on savait trancher. Aujourd'hui, vous allez acheter des... Est-ce que vous allez acheter des machines? Non, vous allez les louer. Tony a parlé évidemment de cloud et d'externalisation pour les logiciels, mais c'est la même chose pour des machines. Et non seulement les louer, mais on va même aller bien au-delà de les louer. On va les prendre dans une sorte de full service et qui est un service qui inclut la maintenance, mais qui en plus est payé au compteur. C'est-à-dire que vous allez payer en fonction de l'utilisation. Et là où je veux en venir pour l'exemple de la maintenance, c'est que la maintenance maintenant, comme elle est incluse dedans, elle va se faire par des moyens de télécommunication, par des moyens de prise de capteurs en temps réel. Du coup, la manière dont vous allez contractualiser, non pas l'achat d'une machine, même pas le leasing d'une machine, même pas le contrat full service, mais une espèce de location en pay-per-click, en pay-per-use, un service au compteur, un peu comme vous achetez des kilowattheures d'électricité ou des mètres cubes d'eau au compteur. Ça va inclure la maintenance et du coup, vous allez organiser l'utilisation de vos machines, les plages de maintenance d'une manière qui est complètement différente et il va falloir repenser tout ça. Ça va plus se faire de la même façon. Au-delà de cet exemple, je reprends maintenant les choses d'une façon peut-être un peu plus systématique. Qu'est-ce qui est arrivé en premier dans les on va dire 15 dernières années du point de vue du numérique dans la vie des acheteurs? Essentiellement les progiciels. On a commencé à travailler avec des progiciels d'achat, des suites logicielles qui souvent portent le nom P2P, Procurement, Purchase to Pay ou Procure to Pay. C'est-à-dire qu'on suit tout le processus étape par étape, c'est un workflow, c'est quelque chose de transactionnel. En gros, des documents qui sont traités étape par différentes personnes se baladent dans les réseaux informatiques. Bon, ça, c'est déjà en place à peu près partout. On a commencé depuis aussi une quinzaine d'années, mais ça évolue très très vite et on a de plus en plus de services dans le e-business, des e-catalogues, des passations de commandes dématérialisées, des places de marché, des bourses en ligne, des enchères inversées, enfin je ne vais pas vous faire toute la liste. Vous imaginez tous les modules qu'on peut rajouter en plus d'un logiciel qui fait le workflow pour faire des choses comme ça. Là où je veux en venir, c'est à partir de maintenant et dans les années qui viennent, il va encore y avoir, si je puis dire, une autre génération. Il va encore y avoir d'autres choses qui vont arriver. C'est que, par exemple, pour avoir des renseignements sur les fournisseurs pour faire du sourcing, aujourd'hui on fait des audits, on fait des requests for information, on envoie des questionnaires, les fournisseurs nous envoient des réponses à ça. On est obligé de les dépouiller. Demain, je ne veux pas vous dire qu'on va regarder le nombre d'étoiles pour savoir si les fournisseurs ils ont des likes, hein, comme sur Twitter, mais sans aller jusqu'à des extrémités grand public de ce genre-là, vous imaginez que la manière dont on va sourcer va plus se faire de la même façon. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire des audits chez des fournisseurs alors que vous avez déjà tous les renseignements qui répondent aux questions de l'audit sur Internet et que vous allez avoir par du big data? Vous allez avoir des systèmes de dépouillement de réponses à des appels d'offres qui utilisent de l'intelligence artificielle. Ça existe déjà dans les laboratoires, très peu d'entreprises ont commencé à s'en servir, mais dans les années qui viennent, vous aurez tout ça à votre disposition. La gestion des risques, c'est la même chose. Pour faire de la veille, ça va de soi, vous avez très bien compris que ça pouvait nous servir à analyser des situations de marché, des évolutions de marché. Et je terminerai sur un exemple, mais là, on pourrait continuer la liste longtemps. Un certain nombre d'entreprises commencent à travailler sur ce qu'on appelle des shoot costs, c'est-à-dire ce que ça devrait coûter. En gros, vous vous mettez à la place du fournisseur et vous essayez de calculer son devis à sa place. C'est évident que quand on sait faire ça, quand on entre en négociation, on a une position de force. Si le fournisseur nous dit ça coûte 100 € et qu'on est capable de lui dire non, on a fait le devis, on sait que ça en coûte 60, on n'est pas dans la même situation que quand on dit ah, c'est trop cher, mais trop cher par rapport à quoi? Vous voyez ce genre de débat filandreux. Bon, tout ça, ce sont des outils informatiques qui existent déjà, mais qu'on utilise encore très très peu et qu'on va utiliser de plus en plus dans les années qui viennent. Ça, c'est très important. C'est la première étape à comprendre. Deuxième chose, vous le savez tous, on dématérialise tous les documents. Alors, dans la supply chain, c'est déjà fait, que ce soit les documents de douane, les documents de transport, les documents d'assurance, bon, tout ça, c'est déjà fait.
Je voudrais simplement insister sur un exemple qui est la blockchain. Vous en avez tous entendu parler, pas forcément tout le monde sait exactement comment ça fonctionne techniquement, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas si compliqué que ça. La blockchain, c'est quoi? C'est quelque chose qui vous permet déjà aujourd'hui de certifier des documents qui ont trait à des paiements, c'est-à-dire d'éviter qu'il y ait des falsifications, des fraudes, etc. On commence, ça c'est déjà en place. Peu d'entreprises l'utilisent, mais les banques commencent à l'utiliser déjà aujourd'hui. Il y a quelque chose qui vient de sortir depuis cette année, c'est qu'on commence à faire de la traçabilité. Les premiers qui ont lancé ça, ça remonte à 3 semaines, c'est Walmart qui fait ça avec IBM aux États-Unis. La traçabilité des produits vendus, on connaît l'origine et l'origine de l'origine de l'origine. On remonte toute la chaîne de fournisseurs en fournisseurs de second rang, troisième rang, etc. pour certifier qu'un produit a bien été tracé depuis le début et qu'on ne vend pas n'importe quoi, qu'on en connaît l'origine, qu'on en connaît la qualité, la chaîne du froid ou tout ce que vous voulez. Ça, on va l'avoir immédiatement puisque IBM l'a déjà mis en place ces dernières semaines. Et puis il n'y a pas qu'IBM, je ne fais pas de la publicité déguisée, il y a beaucoup d'autres gens évidemment qui vont vendre des solutions similaires. Et puis demain on va avoir quoi? Avec la blockchain, on va avoir des documents qui sont certifiés, des documents qui sont authentifiés. Ça sert à quoi? Ça sert au contrat, ça sert à la gestion des litiges, ça sert aux amendements lorsqu'on demande des suppléments de travaux dans un contrat de travaux. Ça sert à énormément de choses qui vont être, on va dire, dans le domaine juridique et contractuel. Ça n'est pas encore en place. Mais croyez-moi, dans les 3 ans qui viennent, ça va venir. Et probablement, peut-être même plus vite qu'on ne croit. Ensuite, vous avez, on le sait tous, une collaboration de plus en plus riche. Alors, on appelle ça pompeusement du SRM, Supplier Relationship Management. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des bases de données, on a des systèmes d'acquisition dans lesquels on remplit tout un tas de choses qui concernent les fournisseurs pour qu'on les connaisse mieux et qui sont à propos de la vie des contrats qu'on a avec eux. Bon, c'est pour pouvoir piloter, manager l'évolution des fournisseurs. Vous imaginez le big data, l'impact que ça peut avoir, et on aura de plus en plus de ces choses-là. Il y a d'ailleurs aujourd'hui un fort engouement à cause de l'innovation, dans la co-innovation, dans le fait que des startups deviennent vos fournisseurs, et dans le fait que vous envoyez des appels à projets, des sortes d'appels d'offres, mais qui sont destinés à faire des appels à études, non pas des appels à fourniture, auprès de sociétés comme ça. Tout ça, vous imaginez que ce thème de la collaboration, ça va exploser. Et le tout dernier point, qui est un peu une conclusion, au fond, une espèce de synthèse des précédents, c'est que vous imaginez que la personne qui est en face de vous, le fournisseur, son profil demain, pour fonctionner comme ça, va plus être tout à fait le même profil que celui qu'on avait jusqu'à maintenant. Certaines entreprises vont faire la mutation, certains fournisseurs vont faire la mutation, d'autres ne vont pas le faire et seront remplacés par autre chose. Ce qui veut dire que vous avez aussi dans cette affaire-là, non seulement, comme l'a expliqué Tony, vous achetez des choses nouvelles. Non seulement, comme je viens de le dire, vous l'achetez d'une manière différente, mais probablement demain, vous allez l'acheter à des gens différents qui, eux, auront fait la mutation. Merci Eric. On continue. Donc désormais, nous allons aborder un nouveau sujet qui est le cadre juridique, puisque le cadre juridique est nouveau. Oui. Alors, le cadre juridique, ça veut dire qu'on travaille en ayant des contrats. La loi n'oblige pas à ce qu'un contrat soit écrit, mais vous savez comme moi qu'il vaut mieux, ça va sans dire, que les contrats soient écrits et bien rédigés. Donc la question devient, qu'est-ce qu'on écrit dans des contrats? En gros, bien entendu, on le sait, c'est qui fait quoi, et la définition de la prestation et du prix. Mais après ça, on définit essentiellement des responsabilités. Qui est responsable de quoi? Et au cas où ces responsabilités ne seraient pas assumées, est-ce qu'il y a des cautions, des garanties? Quelle est la juridiction compétente? Enfin, vous savez très bien ce qu'on met dans un contrat. Là où je voudrais insister, c'est qu'avec ces nouveaux outils, ces nouvelles technologies, on ne va plus faire demain les contrats comme aujourd'hui. Je m'explique. Premièrement, vous sentez bien qu'avec la co-innovation, co-développement, co-ingénierie, appelez ça comme vous voulez, bref, quand on développe des produits en commun avec des fournisseurs, non seulement, comme je viens de le dire à l'instant, il faut passer des contrats d'études, des contrats de R&D, des contrats de développement, des contrats d'ingénierie, même si derrière, il n'y a pas de fabrication en série. Ça peut être la fabrication en série, peut-être, par exemple, confiée à un autre fournisseur, mais l'étude elle-même va devenir de plus en plus importante. Il y aura des problèmes de propriété intellectuelle, vous le savez, mais la question, c'est que comme vous le faites en innovation ouverte, ils sont nombreux. Et donc, le problème, c'est un partage de responsabilité et un partage de propriété intellectuelle. Un partage, on va dire, de confidentialité, mais la confidentialité, quand on est nombreux, ça devient quelque chose de très difficile à gérer. Deuxième point, les contrats de logiciels sur lesquels Tony a insisté, avec le cloud, avec le mode SAS, le mode Software as a Service. C'est quelque chose qui fait que de plus en plus de gens
sans passer par le directeur informatique, Tony a soulevé ce point, sans passer par un acheteur, vont pouvoir, parfois même inconsciemment, en cliquant sur un bouton, en fait, sans s'en rendre compte, ils achètent une prestation de service informatique à distance. Et vous imaginez bien toute la difficulté qu'il y a à contractualiser des choses comme ça. Un troisième point, je l'ai dit, on va vers le paiement au compteur et non pas simplement vers une location. Alors, ça existe déjà, on le sait, pour les pneumatiques. Il y a une grande marque française de pneumatiques bien connue qui fait ça depuis longtemps. L'air comprimé, vous achetez plus des compresseurs, vous achetez des mètres cubes d'air comprimé. Les photocopieurs, chez Xerox, qui l'a inventé, ça fait belle lurette qu'on paie avec un compteur le nombre de photocopies et non pas en achetant un photocopieur. Ça se généralise partout. Vous allez acheter des machines comme ça, vous allez acheter des bâtiments comme ça, vous allez acheter des véhicules comme ça, et pas seulement l'informatique. Donc ça, ce sont des contrats qui ne sont plus du tout les mêmes qu'avant. Maintenant, les acheteurs, ils achètent aussi une chose qui est très très différente. Ce n'est pas des machines, ce sont des êtres humains, c'est du travail humain, c'est du temps et de la compétence. Vous avez compris, on achète, bien entendu, un acheteur n'est pas le directeur des ressources humaines. Le directeur des ressources humaines s'occupe des contrats de travail. L'acheteur, lui, il achète quoi? Il achète de l'intérim, il achète de la sous-traitance. Mais il apparaît un nouveau métier qui est intermédiaire. On les appelle les ubérisés, les freelances, tout ce que vous voulez. Ce sont des auto-entrepreneurs. Ce sont des gens qui travaillent pour vous, mais ils ne sont ni tout à fait salariés, ni tout à fait fournisseurs. Ils sont un peu entre les deux. La législation est en retard, il y a très peu de législation claire sur le sujet, il n'y a pas encore de jurisprudence, et pourtant, vous et moi, nous sommes obligés de faire des contrats dans des conditions comme ça. Ce n'est pas très simple à gérer. Donc toute cette numérisation du monde entraîne une espèce d'ubérisation généralisée, de plein de petits prestataires atomisés, qui sont d'ailleurs à temps partiel, qui ne travaillent pas forcément à temps plein pour vous, et vous avez besoin de contractualiser avec eux. Et le dernier point sur lequel je voudrais venir, c'est celui de vous achetez des machines de plus en plus robotisées, de plus en plus automatisées, informatisées, etc. Alors pensez à une chose, ces machines contiennent des capteurs, ces machines contiennent des cartes électroniques, et là-dedans il y a des logiciels. De plus en plus, ce sont des logiciels d'intelligence artificielle, et ils contiennent une partie qui fait du machine learning, c'est-à-dire des réseaux de neurones qui font de l'auto-apprentissage. La machine, elle apprend elle-même au fur et à mesure à travailler de mieux en mieux. Et puis on a même ce qu'on appelle du machine-to-machine, c'est-à-dire de la communication directe d'une machine à une autre machine, sans passer par un intermédiaire humain. Alors la question que je vous pose, c'est dans un système technique de ce genre-là, quand une machine fait une bêtise, provoque un accident, la question c'est qui est responsable de quoi? Celui qui a fourni la machine, celui qui a mis le logiciel, celui qui a pris les données qui viennent du big data, du cloud, elles viennent d'où? Les analyses qui ont été faites, mais faites par auto-apprentissage, donc elles n'y étaient pas au début. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit à la machine qu'il fallait travailler comme ça, c'est la machine qui a elle-même appris à faire des choses. Et vous imaginez quand il y a la machine d'un fournisseur qui communique avec votre machine. J'ai fait une application il n'y a pas très longtemps d'un camion de livraison de produits chimiques qui communique directement avec un tank, une citerne de produits chimiques sur une usine. Au moment où il doit déverser du produit chimique, il faut s'assurer que c'est la bonne citerne. Parce évidemment, si on verse un produit qu'on le mélange avec un autre, ce sont des produits dangereux, explosifs, inflammables, etc. C'est pas seulement un problème de qualité, ça peut être un problème d'accident extrêmement grave. Et le camion communique directement avec le tank, sans qu'il y ait intervention humaine, pour simplement vérifier que le bon camion est bien branché par le tuyau sur le bon tank, avant d'ouvrir la pompe, d'ouvrir le robinet. Vous imaginez que le camion, il appartient à un prestataire de service, de transport, alors que le tank, il appartient à vous. Sauf si d'ailleurs la logistique est externalisée et que le tank n'appartient pas à vous, c'est quelqu'un qui travaille sur votre site et qui a un réservoir, qui gère un réservoir sur votre site. Voilà, la question qui est derrière tout ça, c'est qui est responsable de quoi? Croyez-moi, il va falloir qu'on y réfléchisse très sérieusement quand on signe les contrats. D'accord, donc si je comprends bien, ça signifie que le métier et donc sans doute le profil des acheteurs, du coup, va évoluer. Fortement, et là on vient au leitmotiv même de l'école, c'est-à-dire que nous sommes là pour aider les acheteurs à évoluer vers ces nouvelles technologies, vers un monde toujours en mouvement. Et donc oui, le profil des acheteurs va fortement évoluer. Et même, je pense que la responsabilité de l'acheteur, autrefois, on peut dire qu'on attendait d'avoir un jeu de plan. Donc il y avait des demandes d'achat qui arrivaient, qui étaient traitées par l'acheteur. On peut en rester là, mais les acheteurs qui restent là et les entreprises qui demandent à leurs acheteurs d'en rester là seront laissés sur le chemin parce que la recherche de nouvelles solutions, il faut la faire. Les startups
ils ne vont pas forcément arriver chez vous spontanément. Donc, la veille, toute la recherche, une observation des marchés, des évolutions, des innovations sur le marché devient un facteur, un rôle de l'acheteur qui est de plus en plus important. Je pense même que l'acheteur peut être moteur dans cette transition qui va nécessiter une agilité toute nouvelle de beaucoup d'entreprises. Les hôtels, ils sont bousculés par BNB. Alors, c'est effectivement un peu facile de citer des exemples de chocs orthogonaux où on n'attendait absolument pas. Néanmoins, quand ces choses-là arrivent, il y a une partie des activités de toutes les entreprises qui est sujet à risque par rapport à ce qui peut être fait par ces startups qui commencent à faire des choses différentes sur le marché. Notre propos, c'est que l'acheteur, il est parmi les mieux positionnés pour faire ce travail de veille. Je vais parler, donc on a en bas la dernière ligne, et je vais aller tout de suite dans le phénomène de la robotisation. Alors, la robotisation industrielle, on la connaît bien, ça existe depuis 20 ou 30 ans, et ça, c'est des robots qui font de la soudure dans les usines. C'est déjà passé. Aujourd'hui, on a la robotisation de processus. C'est-à-dire que des robots, des ordinateurs vont traiter des demandes d'achat simples. Ils vont dire, bah, ça, il veut un post-it, je vais donc créer une demande d'achat pour des post-it automatiquement et le mettre dans le workflow d'approbation. Plus loin encore, certaines fonctions, on peut parler de la comptabilité fournisseur par exemple, va être, on peut dire malheureusement pour eux, fortement soumise à la robotisation du traitement de factures avec la dématérialisation dont on parlait. Pensez-vous pour une seconde que, malheureux pour lui ou elle, mais le responsable compta va aller chercher ses solutions. Il ne va pas le faire. Qui va le faire dans l'entreprise? Ben, nous proposons que ce soit l'acheteur qui soit au moins impliqué dans la comparaison de ces études make or buy, parce qu'on n'a pas encore trouvé un terme français aussi bien pour dire ben, est-ce que ça vaut le coup de continuer à faire cela ou bien est-ce que, donc le buy, c'est bien le mot achat, nous allons acheter ces services-là à l'extérieur. Donc, il y en a tellement de nouveautés, de nouvelles solutions qui apparaissent sur le marché. C'est l'acheteur, nous pensons, qui est en pole position pour aider de les retrouver. D'accord. Donc, on sent bien un besoin impérieux d'anticiper, du coup. Quelles recommandations pourrait-on faire? Ah bah, il faut venir à l'ECHA, à l'École centrale du Pélec. Oui, effectivement, Tony a raison. Il faut se former, en fait. On parle sans arrêt depuis quelques années de formation tout au long de la vie. C'est un exemple pratique. On sait tous que ce qu'on a appris à l'école, oui, Tony et moi, regardez nos cheveux donnants, on n'a pas passé nos diplômes dans les 3 dernières années. En fait, on vit tous dans nos 45 ans, vous savez tous qu'on va prendre des retraites quand on aura 90 ans. On passe beaucoup d'années dans notre vie à voir beaucoup de cycles d'évolution de technologie et de manière de travailler. Donc, un acheteur, comme dans n'importe quel autre métier, un acheteur ne peut pas ne pas se tenir au courant des évolutions de son métier. Et seuls ceux qui se tiendront au courant survivront. Les autres, ils seront, comme disait Tony, laissés sur le côté du chemin, malheureusement. Alors, nous avons donc modifié le contenu du module pour le millésime 2017 pour intégrer plus d'éléments pour parler de ce dont on a parlé ce matin. Voilà, donc cette formation Executive Certificate Management des achats, donc je serai votre interlocutrice unique, donc il ne faudra pas hésiter à me contacter. Vous aviez mes coordonnées dans la présentation que vous recevrez par la suite. Pour me poser toutes vos questions, il faut savoir que cette formation, effectivement, comme vient de le dire Tony, a été légèrement revue pour la rentrée 2017. À l'issue de cette formation, donc, vous aurez un petit peu plus de détails dans la prochaine slide, vous serez capable d'une part de réviser les techniques essentielles des achats, de développer une aisance comportementale, que ce soit la négo, le management, les relations interculturelles et le travail d'équipe, de prioriser et de mettre en œuvre des actions de productivité et compétitivité,
d'approfondir les achats internationaux, sur la finance, la logistique, le risque, etc., et contribuer à la transformation digitale de votre entreprise. Voilà les points, les objectifs essentiels de cette formation. Donc, en fait, on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît? Merci. En fait, cette formation, 3 points clés, un positionnement ingénieur, technicité industrielle, et on insiste bien sur ces points. C'est un contenu qui est vraiment adapté aux managers en devenir et une volonté d'aller vraiment vers l'acheteur 2020. On se projette vraiment sur l'évolution de cette fonction achat qui est encore récente et qui évolue vraiment fortement. Il y a une question là, je vais répondre. Alors, je vais te la lire. Ah, tu avais fini? Oui. D'accord. Je vais te la lire. Alors, je ne vois pas là. Non, mais c'est bon. Pensez-vous que les enchères inversées soient encore mieux utilisées? Encore beaucoup utilisées, pardon. Alors, la réponse est, il y a eu un phénomène de mode pour ça, que je vois bien ce qui est derrière la question. Mais la réponse est oui. Et je vais le faire. Je vais citer un de mes clients, qui est l'entreprise Keolis, qui fait, c'est un opérateur de transport public, hein, ils ont 18 000 bus en France. Ils utilisent un outil d'enchère inversée en approvisionnement pour le gasoil. C'est-à-dire, chaque semaine, ils ont besoin, dans chacun de leurs dépôts, à Lyon, à Bordeaux, à Lille, de tant de milliers de litres. Ils émettent des lots et ils ont un petit logiciel, bien sûr, qui a été développé pour ça. Et donc, la réponse est oui. Bien sûr, plus généralement, l'enchère inversée ne s'applique pas de façon aussi déployée qu'on aurait pu le croire. Mais dans certaines applications, comme là, pourquoi ça marche pour le gasoil? Parce que c'est une commodité, et le gasoil de Total ou de Shell ou de quiconque est le même, ça s'applique pleinement et il y a bien des instances où vous pouvez l'utiliser. D'accord. Alors, il y a une nouvelle question. Y a-t-il un frein budgétaire lié à la mise en œuvre de ces nouvelles méthodes d'achat avec le recours aux technologies? Alors, si je comprends, alors il y a un changement budgétaire où, par exemple, si on achète un service, ça devient c'est une charge au lieu d'être un investissement. Donc, c'est pas forcément un frein budgétaire, mais c'est une modification de la structure budgétaire, parce qu'au lieu d'acheter une machine et payer des gars pour faire la maintenance, vous louez la machine qui fonctionne à l'heure ou à la journée ou au mois. Donc, Augustin, vous nous direz si ça a bien répondu à votre question. Oui, en gros, on transforme un investissement en charge et on transforme un coût fixe en coût variable. Ouais. Donc, normalement, ça devrait plutôt aller dans le sens de la facilité et pas dans le sens de la complexité. Attends, il est en train de répondre là. Oui, Scan Market est pas mal du tout pour les e-auctions. Oui, mais les solutions existent, hein. Toute l'offre de e-achat maintenant qui va donc de gérer le processus d'achat, y compris les enchères inversées, à inclure le processus P2P, la gestion des contrats. Enfin, vous avez aujourd'hui des suites, des véritables logiciels, dont vous connaissez certainement, qui sont utilisés par beaucoup d'entreprises. Alors, Augustin a répondu, donc pour préciser ma question, y a-t-il besoin d'une grande ampleur de dossier pour pouvoir recourir à ces technologies? Est-ce que la question en grande ampleur de dossier, ça veut dire uniquement sur des projets importants, compliqués, longs, avec un gros enjeu? Probablement, on peut imaginer qu'au début, peu d'entreprises s'y lancent de manière expérimentale, donc le font à l'occasion de projets. Mais je ne veux pas dire bon espoir parce que ce n'est pas un jugement de valeur. Je suis convaincu que tous les opérateurs, tous les fournisseurs, tous les gens qui sont dans l'écosystème, qui proposent tout ça, qui fournissent tout ça, cherchent à en faire des choses banalisées, en faire des choses simples, des choses qui sont facilement mises à la disposition de leurs utilisateurs. Donc je pense que très très vite, beaucoup plus vite que dans les cycles de vie des innovations des générations précédentes, on va pouvoir adopter facilement, tout le monde, dans toute entreprise, quelle que soit sa taille, quelle que soit l'ampleur de l'enjeu qui est derrière, va pouvoir adopter des technologies comme ça. Jusqu'à maintenant, c'était compliqué d'adopter des nouvelles technologies, il fallait être un geek, il fallait dépenser des sous. Et aujourd'hui, les gens qui proposent des solutions comme ça se posent d'emblée la question de
comment on va toucher très vite et convaincre très vite le marché des utilisateurs. Regardez les téléphones portables que vous avez dans les poches, enfin, les smartphones. Aujourd'hui, les applis sont tellement enfantines que les enfants savent s'en servir. Et les applis coûtent pas cher. Donc, on ne va pas dire, oh, mais moi, je fais partie du 0,1% de la population qui peut se payer un smartphone, qui comprend comment c'est programmé, et qui, parce que je suis un geek, sait m'en servir. Pas du tout. C'est complètement, enfin, il faut dire démocratisé, mais enfin, c'est très, très vulgarisé, c'est pensé d'emblée pour être utilisable par plein de gens dans plein de situations. Alors, c'était le sens de sa question. Nous avons une nouvelle question de Pierre-Louis Equet. Bonjour Pierre-Louis. La flexibilité réside-t-elle dans la transformation des coûts liés en coûts variables fixes? Oui, enfin, des oui. coûts fixes en coûts En partie. En partie, oui, bien sûr, parce qu'au lieu d'avoir à acheter une machine dont on pourrait peut-être avoir l'usage à temps pas pleinement chargé, effectivement, la variabilisation donne la flexibilité dont vous parlez. Donc, il y a de ça, mais il y a aussi, ça va un peu plus loin que ça, parce que la flexibilité de beaucoup de ces nouvelles solutions, elle est totale. Alors, bon, c'est plutôt dans la consommation individuelle, mais Uber, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de besoins pour appeler Uber et payer 10 € pour avoir un taxi. C'est un exemple qui prouve le fait que l'offre de beaucoup de ces startups, elle est très flexible. Bien sûr, on peut revenir aux solutions ordinateurs en cloud. Si vous avez un besoin en puissance de calcul variable et que vous devez y faire face, donc autrefois, il faut acheter un énorme ordinateur et qui ne sert pas très souvent. Là, les solutions que vous pouvez avoir dans le cloud font que vous faites appel à la puissance de calcul. Dans la minute, en fait, elle est disponible. Donc oui, la flexibilité est inhérente à la plupart de ces offres de nouvelles technologies. Alors, nous avons une nouvelle question. Comment faire adhérer nos opérationnels et la tranche d'âge qui sont de plus en plus décalés face à l'avancée des nouvelles technologies, outils d'achat, etc. Alors, c'est une question de gestion du changement, de conduite du changement. La conduite du changement, c'est un point crucial. Si vous posez cette question, c'est que vous y êtes sensible. Je suppose que vous avez vous-même vécu des expériences dans ce domaine. C'est jamais facile de convaincre des gens de changer d'habitude. Il y a plein de raisons, on ne va pas rentrer là-dedans, on n'a pas le temps, ce n'est pas l'objet. La question, c'est comment s'y prend-on? Si je fais une réponse très simple, vous allez peut-être la trouver simpliste, mais il faut avoir des idées simples pour les mettre en œuvre. La première des choses, c'est que vous devez en parler, en parler, en parler. Si vous communiquez, si les gens sont conscients que ça existe, que ça va arriver, alors il leur faut un temps de maturation intellectuelle pour se faire à l'idée, bien sûr. Mais plus tôt vous commencez, plus ce temps a le temps de se dérouler. Et puis plus vous leur en parlez de manière répétée, il ne s'agit pas de faire la prophétie du demain, c'est la science-fiction à partir de 8 h du matin. Non, les choses vont prendre un certain temps pour se mettre en place. Mais il ne faut pas leur faire peur. Mais il faut leur dire de toute façon, c'est comme ça, c'est le sens du vent, c'est le sens de l'histoire, c'est le sens du courant. Ça arrivera, que vous le vouliez ou non, ça va se faire. Regardez comment ça se passe dans votre vie privée, regardez comment ça se passe Tony parlait de transport en commun avec Keolis. Regardez, aujourd'hui, on n'est plus dans les transports en commun comme autrefois. Tout bouge. Votre télé, votre box, etc., à la maison, votre smartphone. Regardez comment ça fonctionne. Alors, c'est assez normal que ça vienne. Donc, de la communication. Ensuite, vous avez besoin, et vous le savez, de faire participer les gens à la prise de décision. Alors, au fond, ce qui tue le changement, c'est de faire la surprise. Au dernier moment, vous dites « Coucou, surprise, demain matin, on a un nouveau système informatique. D'ailleurs, à propos, on va faire un beau plan social et on va virer 50% des effectifs. » Bon, vous imaginez que si vous faites comme ça, ça ne va pas la faire. Donc, plutôt vous leur dites « Voilà ce qui va arriver et voilà comment on s'organise et qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous croyez qu'il faudrait faire », plus vous les faites, plus vous les embarquez dans le navire, plus vous les faites monter dans le train. Et mieux ça se passe à la fin. Ce n'est pas un royaume du bonheur et des pétales de rose. Il y aura forcément des trucs qui coincent, mais il y en aura forcément moins quand c'est comme ça. Et puis vous savez qu'il y aura une opposition. Vous ne pouvez pas
sous-estimer le fait que malgré tout, il y a toujours une opposition résiduelle et qu'il faut un certain temps de maturation pour que ça vienne. On s'en tire souvent à la fin par des petits arrangements, des négociations, des réorganisations de postes, des mutations, des choses comme ça, bien sûr, mais ça vient. Alors après, il y a des trucs, c'est quand vous avez une population qui est vraiment très ancrée sur ses habitudes, c'est de faire rentrer un certain nombre d'éléments, de sang nouveau, si on peut appeler ça comme ça, qui viennent semer des petites graines et puis ça pousse. Mais ça dépend des cas particuliers. En tout cas, ne jamais prendre les gens par surprise. Jamais, jamais, jamais. Je vais répondre à la question, la dernière qui reste. Là, ce n'est pas forcément la dernière, mais c'est la dernière sur la liste. Donc oui, il va falloir, on va dire ça comme ça serait un bon conseil d'investir dans ces nouvelles solutions achats. Des chiffres, oui, je vais vous en donner. Et quel est le ROI? Alors, il y a deux éléments de ROI. Il y a la productivité de la fonction, de l'acheteur, parce qu'il peut faire plus de choses, que ce soit émettre des consultations, s'il est outillé pour faire ça, que ce soit aussi avoir un processus d'approvisionnement en côté P2P qui est beaucoup plus fluide et fait en sorte que l'acheteur a besoin de passer moins de temps sur ça. Mais ce n'est pas là le plus gros R, le retour sur l'investissement. Donc je vais vous donner un exemple que j'ai fait récemment. On a mis en place une solution Procure to Pay pour une entreprise qui avait des implantations un peu partout, des petites agences en fait, un peu partout en France. On parle de chiffre d'achat, c'est on va dire ça comme ça, entre 50 et 100 millions d'euros d'achat, et ça a coûté 300 000 euros pour acheter une solution P2P. Donc 300 000 euros, oui, c'est beaucoup, sauf que avant cette solution, ils étaient complètement incapables de savoir ce qu'ils achetaient chez les mêmes fournisseurs, quels articles étaient les mêmes, qu'ils pouvaient consolider. Donc le retour sur l'investissement là est un peu sur le process, mais sur ces retours d'investissement achat, parce qu'ils vont pouvoir globaliser de façon beaucoup plus sérieuse les montants de leurs achats. Alors c'est sûr qu'il faut acheter l'outil pour pouvoir le faire, pour en faire la preuve, mais avec un minimum de compréhension des leviers, il y a une rentabilité certaine. Alors, il y a une autre question. Puisque les nouveaux fournisseurs sont très dynamiques, donc fragiles, comment peut-on sécuriser les opérations achetées? Allonger contrat, multisourcer? Si la boîte fait faillite, allonger le contrat, ça ne sert pas à grand-chose. Et multisourcer, comme ce sont souvent des solutions uniques qui viennent d'être brevetées, c'est difficile de multisourcer. Non, je pense qu'il faut les vieilles recettes. C'est pas parce qu'on parle de nouvelles technologies qu'il faut abandonner les vieilles recettes de bon sens. S'assurer quand même de la fragilité, de la solidité d'une entreprise, ça reste de mise. Et puis, autant il faut faire de la prospective en pensant aux techniques de demain, autant il ne faut pas non plus être naïf et croire à la science-fiction en se jetant tête baissée dans n'importe quelle innovation sous prétexte que c'est une innovation. On se lance dans des choses quand elles sont fiables, quand elles ont déjà été testées par d'autres entreprises, quand il commence à y avoir un standard qui émerge, quand on sent que l'entreprise à qui on a affaire est sérieuse et solide. Donc, il y a une prise de risque incontestable et je ne vois pas comment on pourrait la réduire, mais pour autant, il ne faut pas foncer tête baissée dans une nouvelle technologie, simplement parce qu'elle est nouvelle. Il faut se demander si une nouvelle technologie nous apporte vraiment de la valeur. Et à partir du moment où elle vous apporte de la valeur, elle n'en apporte pas qu'à vous. Donc le fournisseur qui fait ça, ne vous inquiétez pas, il va trouver des clients. Alors, nouvelle question. Vous avez évoqué la alors attendez, on remonte un petit peu. Voilà, vous avez évoqué la blockchain qui progresse vite en finance pour des raisons évidentes de renouvellement du business model. Comment les achats peuvent à la fois être vigilants sur les nouveaux modèles et éviter une fausse désintermédiation, plutôt un changement d'intermédiation, qui renforcerait les rapports de force géopolitiques entre détenteurs de la blockchain et ses usagers? Ça, c'est une bonne question, parce que quand on croit qu'on a trouvé une solution, on découvre au bout de quelques années qu'il y a un nouveau problème avec la nouvelle solution. Donc on croit se débarrasser d'un certain nombre d'intermédiaires dont on a tendance à penser qu'ils collectent, ils captent une espèce de rente, ils captent une espèce de commission au passage, un peu indue, et on se dit, tiens, en désintermédiant, on va passer directement du producteur au consommateur, si j'ose dire. Et dans l'esprit de la blockchain, il y a ça.
dans la blockchain, il y a beaucoup de... C'est du fantasme, hein, mais dans la littérature qu'on lit, il y a beaucoup d'un côté anarchique, peer-to-peer, dans lequel voilà, on va faire du blockchain pour la politique, il n'y aura plus besoin de gouvernement. Enfin, on lit des trucs qui sont un peu délirants. Alors, je pense qu'effectivement, comme vous l'écrivez, on va remplacer certains intermédiaires par d'autres. La question est premièrement de savoir si ces nouveaux intermédiaires sont plus efficaces et moins chers que les précédents. Ça, c'est juste une question utilitaire, mais c'est indispensable de se la poser. Et puis d'autre part, je pense qu'il ne faut pas non plus croire qu'une nouvelle technologie tue l'ancienne. Je crois qu'il y a toujours une espèce de stratification, un peu comme si ça sédimentait au fond de la mer. Vous avez des vieilles techniques qui subsistent, des nouvelles techniques qui apparaissent, mais qui ne remplacent pas tout et qui ne font qu'une couche supplémentaire, et puis une nouvelle technique qui apparaît, etc. Regardez aujourd'hui, la vente en ligne, on a dit qu'elle allait tuer les hypermarchés. Les hypermarchés existent toujours. Et il y a 20 ans, on disait les hypermarchés vont tuer le petit commerce. Mais le petit commerce, il existe toujours. Simplement, il se spécialise sur des strates avec comment on peut dire, des segments qui sont différents. Et ces nouvelles technologies, je pense qu'elles sont intéressantes quand vous les achetez avec discernement, quand vous les utilisez avec discernement, pour des segments où vous sentez que, en termes de business model, ça apporte quelque chose d'intéressant. Et puis pour des choses où ça n'a pas d'intérêt, gardez la vieille méthode et la vieille manière de faire. Vous sédimentez des bonnes pratiques, vous ne jetez pas forcément les anciennes pratiques, simplement au motif qu'elles sont anciennes. Non, si elles sont bonnes, elles sont toujours applicables à certains segments. Et les nouvelles permettent de faire des choses sur des nouveaux segments qu'on ne faisait pas jusqu'à maintenant. Et on va revenir, donc, vous parlez, j'enchaîne avec la question suivante. Je vais la lire. Mais, le rôle de l'acheteur évolue sans cesse et se rapproche pour s'intégrer intégralement dans une supply chain. Non, c'est une question. Le rôle de l'acheteur évolue sans cesse et se rapproche pour s'intégrer intégralement dans une supply chain. C'est mieux. Comment les formations, et la vôtre en particulier, s'articulent-elles face aux enjeux de la supply chain de demain? Excuse-moi, je te coupe. Monsieur Issoufali a complété sa question un petit peu en dessous, s'il vous plaît. Voilà. Pour compléter ma question, un acheteur ne négocie plus que des prix, mais est amené à réfléchir sur toute la problématique supply, exemple le cross-dock. Oui. Alors la réponse est oui, et je pense qu'on va revendiquer pleinement, c'est écrit sur une des planches, que nous recevons des managers en devenir. Là, on a parlé de blockchain, qui est une technologie qui va très certainement être importante pour demain. Plus que ça, en fait, ce que nous voulons faire, c'est vous amener à ouvrir votre esprit, de dire que vous êtes dans un rôle où vous avez le droit, le devoir d'être les yeux, oulala, grosse faute, les yeux à l'extérieur de l'entreprise, encore une fois, parce que les autres fonctions ne vont pas le faire comme vous. Vous devez regarder les marchés. Aujourd'hui, c'est la blockchain. Demain, c'est un machin qui n'a même pas été existé encore. Ça va de plus en plus vite. Donc, ce que nous voulons, c'est vous parler de ce qui est en train d'arriver un peu, mais surtout de vous donner la capacité de réfléchir à ce qui peut arriver demain. On a parlé de communication. Tout ça, c'est très important dans la capacité à assumer un rôle nouveau pour l'acheteur dans votre entreprise. Je pense que et spécifiquement, après, il y aura plein de sujets, mais essentiellement, c'est ça. Oui, en tout cas, qu'il y ait une très étroite parenté entre les fonctions de supply chain et d'achat, ça, c'est clair, tout le monde le comprend très bien. Pour autant, on ne fusionne pas les deux métiers, parce que dans la supply chain, on a beaucoup affaire à des calculs d'optimisation. Dans les achats, on a affaire à des contractualisations, de la recherche du meilleur fournisseur et du développement du meilleur fournisseur. Donc, on a des préoccupations qui sont complémentaires, mais ce n'est pas les mêmes. Mais bien évidemment, les deux choses vont ensemble. Et ce qu'il faut, si je vous dis il faut avoir une approche processus, c'est peut-être un peu technique, un peu jargon, mais il faut avoir une vision d'ensemble. Il faut comprendre les tenants et les aboutissants de ce que fait le fournisseur, comment on s'approvisionne auprès de lui, comment tout ça est utilisé dans notre propre société, et comment tout ça nous donne un avantage concurrentiel dans nos propres ventes. Si on n'a pas une vision de A à Z de toute cette chaîne, en fait, on est dans un petit endroit myope et un peu à œillère, et on dit simplement la seule chose qui nous reste à faire, c'est acheter le moins cher possible. Et non, c'est pas ça. C'est comment, la question que vous posez, c'est y a-t-il un lien, vous suggérez, je pense fortement que la réponse est oui, entre la supply chain et les achats. Je dirais non seulement oui, mais l'acheteur doit penser à ça, et au-delà, penser aussi aux ventes. Penser à la manière dont on
produits au sens large, au sens des opérations au sens large, services, tout ce que vous voulez, dans votre entreprise, et comment vous les vendez. Il faut aller vraiment jusqu'au bout de la logique. Et quand vous avez la big picture de tout ça, vous sentez ce que vous pouvez faire, qui ne se limite pas qu'à dire, ben, on va essayer de négocier un rabais. D'accord, merci messieurs. Question de Pierre-Louis, je vais répondre. Pierre-Louis, question importante. Pouvez-vous nous donner des noms et contacts d'associations à rejoindre pour nous permettre en tant qu'acheteurs d'avoir une veille active sur le marché? Alors, je vais faire un coup de pub pour ma propre, non, c'est pas mon association, mais le EOA France, vous trouverez sur eoafrance.com. C'est une association possible. Hein. C'est pas comme la CEDAF. Il y a beaucoup moins il y a moins de 100 adhérents. On fait 6 événements à l'année et c'est sur l'impact des nouvelles technologies sur les entreprises. Donc c'est multifonction. Il y a des acheteurs, il y a des prestataires. Hein. Donc le prochain événement d'ailleurs c'est le 27 avril sur la gouvernance de projets de transformation et de relations clients-fournisseurs à fort enjeu. Donc, et là nous avons Nokia, Wipro et ISG qui est un prestataire dans un domaine. On traite les objets connectés, IoT, on traite la robotisation et il y a un événement il y a 6 événements par an par rapport à ça. Les autres, alors le CEDAF, ils font certainement des choses. Hein. Oui. Mon propos, c'est que c'est un peu cloisonné. En fait, bien sûr, les acheteurs peuvent réfléchir à ça, mais l'intérêt d'aller dans une association multifonction, ces choses-là, vous voyez bien la question sur le supply chain, c'est pas une fonction qui va traiter ça. C'est parce que vous avez les coûts complets, vous avez la logistique, vous avez les achats, vous avez beaucoup d'autres coûts impliqués. Donc d'espérer traiter ça en silo, pour moi, c'est pas forcément la bonne approche. Alors, je compléterai, Tony a tout à fait raison, il y a des associations professionnelles. Bon, il a cité la CEDAF en France. Moi, je suis aussi membre de la CIPS, la Chartered Institute of Purchasing and Supply en Angleterre, qui a une ramification dans des pays étrangers, mais ce sont des associations, comme il dit, généralistes et en silo. Enfin, en tout cas, avec beaucoup de groupes de travail. Il y a aussi, n'oubliez pas, vous êtes aujourd'hui, on est en train de parler d'une grande école qui a presque 2 siècles d'existence, qui est une association des anciens élèves, dont une des manières d'organiser l'association des anciens élèves, c'est de faire des groupements professionnels. Il y a un groupement professionnel d'achat et de supply chain, dont j'ai dans le passé été président pendant 3 ans. On a à peu près 700 à 800 membres cotisants selon les années. C'est une occasion de rencontrer des collègues dans d'autres entreprises qui se préoccupent exactement des mêmes choses. Mais je voudrais aller plus loin. Comment rencontrer en fait ce genre d'association? Parce que quand on parle de nouvelles technologies, il ne faut pas voir que des associations d'acheteurs ou de supply chain. Sinon, comme disait Tony, on reste dans un silo. Il faut aussi voir les gens qui font de l'Internet of Things, des choses comme ça, de l'intelligence artificielle, des progiciels. Et pour ça, il y a une source d'information très intéressante où vous rencontrerez des entreprises. Vous assisterez à des conférences. Vous pourrez rencontrer des professionnels et un certain nombre d'associations qui sont inconnues. Il y a des salons professionnels. Il n'y a pas longtemps, à la porte de Versailles, vous aviez un salon sur le e-business et qui incluait très largement ces questions de dématérialisation, d'intelligence artificielle, etc. Si vous n'êtes pas à Paris, il y en a dans toutes les grandes villes de France, que vous soyez à Lille, à Marseille, à Lyon, etc. Il y en a. Et puis si vous vivez dans d'autres pays, il y en a à Hanovre, il y en a à Milan, il y en a à Barcelone, il n'y a aucun problème. Et vous rencontrerez là des associations qui ne sont pas très connues, mais qui commencent à émerger et auxquelles, sans problème, vous pouvez adhérer ou en tout cas, vous pouvez participer à la manifestation. Bon, il est temps pour nous de conclure et de vous remercier, de vous souhaiter une excellente journée. On espère avoir répondu et vous avoir donné envie de nous rejoindre et de suivre cette formation Executive Certificate Management des achats, dont les 2 responsables pédagogiques étaient à mes côtés. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.